Déjà, t'as commencé, t'étais vendeur chez Quicksilver et après, t'as vendu 4 boîtes. T'as 10 vies ou c'est comment? Je dors pas beaucoup la nuit, Ouais, ça c'est ça. Mais bah oui, j'ai foiré, j'ai réussi, j'ai foiré. J'ai pas honte de le dire, de toute façon, c'est simple à vérifier. À cette année-là, la boîte, elle passe de 800 000 euros de chiffre d'affaires à 2,3 millions. Il est arrivé aujourd'hui, il m'a dit qu'il était un peu de sa soirée. L'avantage quand tu fais des soirées avec des commerciaux, Ouais, C'est vous que êtes énervé, c'est finalement. énervé, ça finit à 2-3 heures. J'ai bien fait de pas venir. Fallait venir. La prochaine, Voilà. je suis là. Et venez tous d'ailleurs. Je vois que vous avez le permis que depuis un mois. J'ai passé un entretien d'embauche. Traverse la rue, je vous en trouve. Ça fait 3 stagiaires que je recrute qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. J'ai entendu. Pas de faire reculer. Bienvenue sur Shortlist. Très content de te recevoir, merci beaucoup. Je vais te laisser te présenter, mais je t'ai un peu stalké quand même sur LinkedIn avant de t'inviter. Ouais, exactement. Exactement, j'ai fait la recruteuse. Je stocke pas tout le monde, mais sur LinkedIn, c'est facile. Mais c'est pour ça que les gens se mettent pas sur LinkedIn. Bon, bref, ceci étant dit, j'ai vu plusieurs choses. Déjà, tu as commencé, tu étais vendeur chez Quicksilver. C'est ma première vraie expérience. C'est ça. Et après, tu as vendu 4 boîtes. T'es marié, t'as un enfant, Et demi. bientôt 2. T'as 10 vies ou c'est comment? Je dors pas beaucoup la nuit, Ouais, c'est j'avoue. ça. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Tu es fondateur de la boîte Atmada Group, c'est ça? Exactement. Allez, on t'écoute. Finalement, j'ai pas commencé chez Quicksilver. Ouais. J'ai fait les marchés avant. Notamment, Ouais. J'ai vendu du poisson, tu vois, c'est ça ma première expérience. Ouais. Il y a plus glamour. Mhm. J'ai fini chez Quicksilver, qui était la boutique d'un ami de mon père, qui était hyper formateur parce que c'était la vraie à l'ancienne, quoi. T'avais pas une minute de pause. Si t'avais une minute de pause, en fait, t'allais plier les trucs, t'allais Ouais. passer un coup de balai. C'est ça. Le vrai travail, c'était hyper enrichissant. Et toute ma vie, j'ai vendu. Donc, côté de mon père, très séfarade, très marchand. On adore. Ouais. Sauf que ma mère, Le mythe, quoi. elle était prof. Donc, c'est très bien. carré, Ouais. très structuré, les études c'est important, donc Ouais. forcé à faire des études. Et donc j'aime bien dire, tu vois, que j'essaie d'être le mélange entre les qualités de mon père et les qualités de ma mère. Donc les apprentissages du terrain, de l'expérience de la vie, et quand même un peu la théorie, la méthode, le cadre. C'est ça? Voilà. Ok. Ça c'est quand je te le vends bien. Et Ouais. quand je te le vends mal, j'ai réussi à prendre les défauts de mon père et de ma mère. C'est comme ça. Très bien. Donc vas-y, raconte-nous un peu ce que tu fais aujourd'hui. C'est quoi Atmada? Raconte un peu. Et ben écoute, donc j'ai créé quelques boîtes que j'ai toutes revendues ou Ouais. j'ai fait foirer. parce que- Bravo. Oui, j'ai vu et j'ai apprécié dans ta présentation LinkedIn, tu as dit boîte qui a foiré. Enfin, je sais plus, tu l'as dit. Ouais, foiré. Après avoir vendu 4 boîtes, il y en a une qui est un peu... c'est OK. Ouais, c'est ça. Même il y en a, c'était avant que je vende la 4e, mais Ah oui. Mais bah oui, j'ai foiré, j'ai réussi, j'ai foiré. C'est pas très grave, c'est Non. même nécessaire de temps en temps. J'ai pas honte de le dire, de toute façon, c'est simple à vérifier, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, celle-là, je l'ai foirée. Et toutes ces boîtes-là, elles avaient un point commun, c'est qu'elles ont toutes été basées sur la vente. OK. Elles ont toutes réussi, ou celle-ci, bon, elle a foiré pour d'autres raisons, mais elles auraient pu réussir, ou elles ont réussi, parce qu'elles étaient bien structurées pour la vente. Il y avait de bons commerciaux, et elles étaient en position de se développer. Hyper intéressant. Quand j'ai vendu, je me suis dit, en fait, soit je prends ma retraite à 27 ans. Ma femme m'a dit, non, faut que tu ailles retravailler. Si tu veux qu'on reste ensemble, faut que tu dégages de la maison. C'est bien, elle a eu raison. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et vient ce moment-là de se dire, peut-être que c'est pas une compétence verticale, mais plutôt horizontale, qui était la vente. Très bien. Donc je crée à ce moment-là Atmada, qui se veut être un cabinet de recrutement et de formation pour les commerciaux, avec l'ambition globalement de faire remonter le niveau, parce qu'on n'est quand même pas terrible en France OK. sur les commerciaux. OK. Et c'est quoi? C'était de l'expérience de ce que tu voyais toi autour de toi ou plutôt de tes réussites et tu t'es dit, bon, bah, moi j'ai réussi, je vais aider les autres à réussir? Ou plutôt tu voyais autour de toi que tout le monde était un peu loser sur l'histoire? En fait, il y a un peu des deux. C'est-à-dire Ok. que sur la plus grosse boîte que j'ai vendue, qui s'appelait Bureau des Goodies, on est monté jusqu'à 70 commerciaux en même OK, temps. ouais. 70 commerciaux. Sur les 7 ans qu'on l'a eu, ça fait à peu près 220 commerciaux qui sont passés, partis entre les stagiaires, les alternants, les CDI et tout ça. Ouais. Et on a eu des commerciaux, littéralement, qui faisaient 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, t'es tout juste rentable, si ce n'est pas rentable. Et d'autres qui ont deux bras, deux jambes, tout pareil, qui faisaient 70 000, 80 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Et je dis, comment c'est possible que des personnes que tu vas former de la même manière, entre guillemets, sur le produit ou l'entreprise, vont avoir des chiffres de vente qui vont du simple au x10, quoi. OK. Et je dis,
ces personnes-là qu'on n'a pas forcément gardées, elles ont besoin d'un job, donc elles vont être recrutées dans des boîtes. Et quand tu te fais prospecter, tu te rends compte qu'il y a des commerciaux qui sont mauvais. Tu vas à la Fnac, tu vas chez Darty, tu te fais embourber par un vendeur qui t'écoute pas, qui est zéro. Il y en a une tonne. Je me dis, il y a de quoi faire parce qu'il y en a des bons commerciaux et des commerciaux moyens que tu fais monter à très bons, des bons que tu fais monter à très bons, ça change la vision d'une boîte. Et donc, je lance cette boîte-là à ce moment-là et on fait ça pendant 1 an et demi. Et tu as un truc qui arrive qui est « Ok, est-ce que tu peux me prêter tes commerciaux ? Est-ce que tu peux me louer tes commerciaux ? Est-ce que tu peux me donner tes commerciaux ?» Au début, tu rigoles parce que ça se passe pas comme ça en général dans la vraie vie. Et au bout d'un moment, je me dis, il y a un truc. Genre, peut-être que je rate quelque chose de rigoler. Et donc, vient le moment où c'est nous qui recrutons les commerciaux pour nous, qui les formons à nos méthodes, à notre manière, et on les prête, vu qu'on va plutôt les louer, en externalisant la prospection ou le closing pour le compte des entreprises. Et juste que je comprenne un peu mieux, quel genre de boîtes vont chercher, tu vois, à faire externaliser ces ressources plutôt que de les recruter en interne ? Tu as différents types. Nous, on pensait que ça allait être des startups qui lèvent. Peut-être rapproche-toi un peu du micro. Voilà. On pensait que ça allait être des startups qui lèvent, des boîtes qui veulent accélérer. Et puis finalement, on n'est pas tant que sur ça, sur cette typologie-là. On va aussi être sur des PME qui galèrent, soit qui sont old school et qui ont besoin d'une petite accélération, soit des solopreneurs qui veulent prospecter mais qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni la compétence. Et on a quelques grands comptes qui se disent, mais en fait, le SDR, en tout cas l'acquisition, le call, c'est générateur de trop de turnover. Donc plutôt que de continuer à recruter des gens qui vont partir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, on va l'externaliser. Sous-entendu, ils nous délèguent le fardeau un peu complexe du recrutement, de la formation, du turnover, du remplacement, parce qu'eux payent pour le résultat fini. Et eux vont garder leurs commerciaux, finalement, qui vont closer, suivre le reste du cycle de vente ou fidéliser. Et qu'est-ce qui va faire que ce modèle il va marcher dans une boîte et pas marcher pour une autre boîte ? Ça va dépendre du produit qui est vendu. Du produit qui est vendu, Et de la clientèle ou non, même pas ? La clientèle, de la maturité du produit. Tu vois, nous, on a des clients avec lesquels ça marche pas, c'est ceux qui savent pas où ils vont. Si tu sais pas ce que tu vends et à qui, pourquoi. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pour toute problématique. Mais oui, on est d'accord. Ok, très bien. Mais on fait pas de miracle, quoi. Ouais. Ah bon ? Ok, très cool. Et donc, du coup, la boîte évolue, non ? On en a un peu discuté. Raconte. La boîte a déjà pas mal évolué. On est une trentaine aujourd'hui dans la boîte. Et là, on va aller beaucoup plus loin. Donc 30 commerciaux. 30 commerciaux. Allez, pas 30 commerciaux, mais 27. Et ils ont juste combien de comptes chacun ? En fait, tu vois, quand je t'écoute comme ça, j'ai plein de petites questions qui me viennent. Voilà, donc combien de... 2 comptes maximum chacun. Ce qui n'est pas énorme, finalement. Non. Ce qui est plutôt sympa. Ils pourraient en avoir plus ou c'est toi qui veux qu'ils en aient pas trop pour être hyper quali ? Alors, en fait, ils travaillent 5 jours par semaine comme tout le monde. Et ils sont sur 2 jours à 3 jours par compte. Donc en gros, tu as 2 plus 2 ou 2 plus 3 ou 3 plus 2, enfin peu importe. T'en as qui sont sur 5 jours sur un compte, mais je veux pas leur donner trop de comptes parce qu'après ça te perd. Si tu travailles sur 3 boîtes différentes, 4 boîtes différentes, tu pourras avoir 5 fois un jour potentiellement. Et tout ce qui est stratégie commerciale, c'est toi qui les aides à la définir ? C'est notre ami en commun, c'est Raphaël qui s'occupe de ces aspects. D'accord, oui, ok, très bien, parce que tu es associé. Je suis associé avec Raphaël, très bien. Que l'on connaît tous les deux. C'est vrai. Et par son parcours et par ses compétences, il est plutôt en amont du process, parce que tout le monde te parle de prospecter au téléphone, c'est vrai, c'est moyen. Mais l'idée, c'est de prospecter correctement et de savoir qui tu prospectes, pourquoi tu les prospectes. Et tout ça, c'est son travail en amont. La base en fait, de la mission avant que tu prennes le téléphone et que tu appelles. Hyper intéressant. Et là, les projets à venir pour Atmada ? Je t'ai fait une réponse de politicien, j'ai pas répondu à ta question. Du tout. Les projets à venir, globalement, il y en a 2. C'est-à-dire qu'on va développer toute une plateforme dans un premier temps pour les commerciaux, parce qu'on a beaucoup de besoins en termes de commerciaux, qu'on a envie de créer un lieu, une communauté pour nos pairs, entre guillemets, dans lequel tu peux apprendre, dans lequel tu peux sortir, dans lequel tu peux rencontrer du monde, dans lequel tu peux trouver un job, dans lequel tu peux juste avoir un esprit d'appartenance. Et donc, on sort une plateforme lundi prochain. Je pense que le podcast sera sorti du coup. Pas encore. Bien, ça fera une semaine déjà. Voilà. Et très bien. Donc, inscrivez-vous, ça sera sorti. C'est ça, exactement. En gros, tu as 120 heures de formation, totalement gratuite. Nous, on ne pouvait plus accepter que tu veuilles te former au métier de commercial et que tu payes des formations qui sont souvent... Donc c'est ça la différence avec toutes ces écoles qui forment, pour ne pas les citer, Iconoclass, Akimbo, Rocket... C'est exactement pareil, je le vois plus comme un complément que comme un concurrent. Remplaçant
concurrent ou un Oui, concurrent. D'ailleurs, on d'accord. est partenaire avec beaucoup d'entre elles. Ok. Globalement, nous, ça va plutôt être, si tu veux, ponctuellement, tu es déjà en poste, tu veux monter en compétences. Tu veux te perfectionner, Voilà, ok. tu veux te perfectionner. Là, tu peux venir. 120 heures gratuites. Je ne pouvais pas accepter, moi, qu'on te fasse une formation à 10 000, 15 000, comme tu peux avoir tous les oiseaux de Dubaï qui te vendent des formations de ChatGPT à un bras de rein. Globalement, non. Tout est gratuit. Tu as des soirées une fois par mois, des after-work, des conférences, des masterclass. Il blague pas. Hier, il est arrivé aujourd'hui, il m'a dit qu'il était un peu de sa soirée. Je suis pas en forme de la soirée. C'est ça. C'est l'avantage quand tu fais des soirées avec des commerciaux. Ouais, c'est vous que êtes énervé, C'est finaise. énervé, ça finit à 2-3 heures. J'ai bien fait de Bien. pas venir. Fallait venir. La prochaine, Voilà. je suis là. Et venez tous d'ailleurs. Voilà, exactement. Ok, bon bah écoute, super. Ici, donc Shortlist, c'est un podcast qui s'adresse évidemment aux entrepreneurs comme toi. Tu as de l'expérience, tu as de l'avance, tu as l'air d'avoir des convictions, ce que je trouve hyper intéressant. Et donc du coup, de pouvoir peut-être inspirer, conseiller, faire prendre du recul à certains entrepreneurs, entrepreneuses qui pourraient nous écouter sur des sujets liés évidemment au recrutement, qui plus est sur des fonctions commerciales. Mais c'est aussi un podcast qui parle aux candidats. Donc l'idée, c'est qu'on arrive aujourd'hui à parler un petit peu aux deux personnes. Moi, ma première question que j'avais, c'est ta plus grosse erreur de recrutement, tout simplement. Tu veux le nom de la personne? Je veux tout, le dossier détaillé. Mais alors, Non, mais genre, à quel moment tu t'es dit, putain, mais en fait, recruter, c'est un métier. J'ai fait une énorme connerie, là. alors, j'ai fait une énorme connerie Ah ouais. pour 2 raisons. La première CDI que j'ai prise sur la grosse boîte, donc Bureau des Goodies que j'ai vendue. Ok. La première que je prends, elle me quitte 1 mois après Ah, super. pour aller chez mon concurrent. Ah, génial. Mais part du coup avec les fichiers clients, Ah ouais. avec les grilles de prix, avec les formations. Mhm. Donc en fait, elle m'a mis à poil. Ok. Au-delà d'avoir payé, au-delà d'avoir perdu du temps, elle m'a mis à poil. Et globalement, Et c'est Ah non, vas-y, fini. en fait, on s'est vraiment fait piéger, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'était calculé d'avance. C'est ça. Elle est venue Ouais. nous aspirer. Ouais. Bon, on saura jamais, peu importe. Ouais. Ça nous a pas porté trop de préjudice. Tant mieux. Mais elle était trop parfaite, trop préparée à l'entretien, elle avait réponse à tout. Tu vois, quand tu remets les pièces du puzzle après, mises bout à bout, bah, tu te dis c'était trop. Hmm. En fait, elle m'avait passé une commande, mais d'une commande de produits pour 20 €. Je pense que c'est la plus petite commande de l'histoire. Oui, parce que toi, tu faisais plutôt au gros. Ouais, le panier moyen, c'était 1 000 €. Ouais, ok, Donc, d'accord. 20 €. Bref, Ouais. je l'avais prise au téléphone, elle était très sympathique. Et à la fin de la commande, elle m'a appelé pour me dire j'ai été livré, c'est super, c'est tout à fait ce que je voulais. D'ailleurs, je cherche un poste, est-ce que vous recrutez, etc. Bon, j'ai dit, Plutôt bien pourquoi pas. amené, tu te dis, allez, bonne commerciale. Très bien Ouais. amené, très Ouais. bonne commerciale. C'est elle qui te call pour un Ouais. poste de commercial. Bon, Elle, elle envoie ouais, tous pas les mal, bons pas signaux. mal, ouais. Et Mais trop. Bon conseil pour les candidats, coller vos employeurs. Bah, puisque Ouais. c'est un podcast pour les candidats, Ben oui. du coup, j'ai jamais refusé un entretien à quelqu'un qui m'a call. Mais tu sais quoi, tu as raison. En ce moment, on en discutait. Je recrute des commerciaux sédentaires. Il y en avait une qui avait. Donc, j'avais reçu le CV d'une des candidates. Je le trouvais bien, mais bon, bref, je l'appelle. Ok, super. Au final, on n'a pas le temps d'échanger. Je sais pas, au téléphone, ma première impression, elle n'est pas forcément excellente. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être pas ma candidate. Et finalement, cette fille-là, elle m'a rappelé. Elle n'a pas lâché l'affaire. J'ai dit, mais en fait, c'est ça une bonne commerciale. Et donc, je l'ai eue et elle a passé ses entretiens. Et voilà. Finalement, l'entretien de recrutement dont tu me parles, Ouais, c'est un entretien de vente. c'est clair. Le Oui. produit que tu vends, c'est toi. C'est clair. Alors après, attention, parce que moi, j'ai vu beaucoup, quand j'ai recruté des commerciaux, Mhm. peut-être, tu vois, un peu plus seniors, plus stratégiques pour des produits plus complexes, parfois, tu as des commerciaux qui arrivent et qui se reposent, du coup, sur leur aisance de commercial et qui, en fait, oublient que là, on est sur un exercice d'entretien où, donc, oui, il y a une partie de vente, mais il faut quand même un peu d'authenticité et finalement se ramener un peu à soi. Et là, il s'agit plus de vendre avec une sorte de bulle un peu celle du commercial, c'est mais il faut enlever un peu cette bulle et aussi en fait se mettre en avant en tant que personne, parler de soi. Enfin, tu vois la nuance ou pas? Je vois tout à fait Et on la lui avait nuance. dit, en fait, on t'a pas senti. T'as été très bon, on a eu un super feeling et tout, mais on sait pas qui tu es. C'est les candidats trop lisses. Alors, Qui se livrent pas, en fait. oui, en fait, non, c'est juste qu'il était en rendez-vous commercial. C'est tout simplement ça, en fait. Vraiment, il était en rendez-vous commercial. Donc, d'un côté, c'était agréable, mais en même temps, on n'avait pas eu l'info dont on avait besoin. On n'avait pas percé le truc, Ouais. quoi. Bref, je sais plus ce qu'on disait. Moi non plus. Non, mais c'est pas super. grave. Et bah voilà. Et bien, merci d'avoir écouté. Non, si on parlait de call des candidats. Oui, voilà, Ah, voilà. c'est ça. Et donc, tu disais? Que j'ai jamais refusé Ah un oui, candidat exact. qui m'a call. Ah oui, et puis de l'erreur de recrutement. Et donc, ça revient. Oui, moi aussi, je suis fatiguée. T'es sûr que t'es pas venu à la soirée hier parce que t'as un peu. Et donc, cette personne-là, sur l'erreur du recrutement, Ouais. je la prends.
mais trop parfaite. Ouais. Et elle me vend du rêve, elle connaît les chiffres, la data. Bref, on la prend, je me dis, moi, c'est l'année de mon mariage. Donc, l'année de mon mariage, je prends juste une assistante. Ouais. Son travail, c'est de me prendre des rendez-vous en province. Ouais. Je prends un billet de TGV. J'avais le TGV Max à l'époque, j'étais jeune. Et TGV Max, j'arrive dans la gare. J'ai des rendez-vous de 8h jusqu'à 20h. Toutes les heures, je vois 10 personnes. Et je signe le plus de contrats possible. C'est l'année de mon mariage. Il faut que ça Faut faire des sous. faut faire des sous. Surtout les mariages chez nous, Ça coûte c'est un peu voilà. Et donc, je fais ça. Et donc, à cette année-là, la boîte, elle passe de 800 000 euros de chiffre d'affaires à 2,3 millions. Ah oui, ok. Donc, je me dis, on a passé un gros stade, un gros step. Ouais, grâce au modèle de prise de rendez-vous et derrière réalisation Exactement. des rendez-vous. Sauf que moi, personnellement, le modèle de je pars à 6h du matin de Paris et je rentre à 22h le soir, Ouais, c'est tenable 1 an. Quand tu as un objectif, c'est pas tenable à vie. ouais. Donc, en fait, il faut structurer. Et il faut recruter. Donc, mon premier travail, il est tout structuré, d'où le fait que ça m'a pesé qu'elle prenne les formations, qu'elle prenne les Ouais, parce les que c'était grilles un de prix. vrai travail. C'est ça. Et au-delà du une travail, implication. c'était le petit côté C'est ça. stratégique, différenciant de tous les autres concurrents. Hmm. Et donc, elle a tout piqué. Et donc, quand on recrute, je dis, ça y est, c'est elle le profil qui va nous faire basculer. Et elle se casse. En se cassant, elle met les uns contre les autres, parce que je ne l'ai pas recruté tout seul, j'ai recruté d'autres personnes, d'autres commerciaux. Elle ligue les uns contre les autres, elle fout le bordel, elle fait grève un jour, mais c'est le truc hallucinant. Et elle fait perdre un énorme client à ma femme, qui travaille dans les mêmes bureaux, qui était dans la com à ce moment-là. Elle lui fait perdre un énorme Putain, client. elle est venue, elle a foutu la merde et elle est a partie. foutu la merde. et je dis à mon Ouais. associé, comment on n'a pas vu quelqu'un Ouais. qui était au demeurant une bonne commerciale, tu Oui. vois, on suit encore sa carrière, je pense que c'est une bonne commerciale, mais aussi toxique. C'est ça, dans le process. Dans C'est la ça. personnalité, dans le process, comment Oui, parce comment tu fais que quand tu fais passer des entretiens, il faut pouvoir aussi évaluer quand même ce genre de choses, mais c'est très difficile à voir. Hein. Au final, il y a C'est quand même ça. une part de surprise dans la prise de poste après. Mais c'est pour ça aussi que, hyper important, du coup, tu diras pas le contraire, je pense, alors au-delà de cette expérience, mais même par rapport à toutes les missions que tu as fait de recrutement, c'est de formaliser quand même un process qui permette de valider Ouais. ce qu'on a besoin de valider. Et les trucs de genre, on se voit, on prend un café, ça fit, c'est cool, et on bosse ensemble. Faut faire un peu attention, non? Je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Hmm. Et tu as un autre truc, moi, qui m'a fait prendre des très mauvaises décisions à chaque fois. Alors là, c'est pas une personne en particulier. C'est quand tu recrutes en galère. Ah bah oui, C'est quand tu recrutes dois en urgence. recruter rapidement, c'est le panic Je hiring. suis 100% c'est une d'accord avec catastrophe. toi. Ouais. Mais en même temps, pour des boîtes, alors moi, ma clientèle, c'est des boîtes qui n'ont pas de service RH en interne parce que pas la taille, pas la priorité, pas la nécessité. Et donc, ils font appel à mes services pour tout ce qui est question de recrutement, conseil RH, un peu développement RH dans une certaine limite. Et en fait, c'est des boîtes qui, peut-être par manque de maturité, et c'est pas méchant quand je dis ça, parce que c'est totalement normal, vont avoir du mal à anticiper et donc vont beaucoup recruter dans l'urgence. Et après, ça retombe sur Bibi. Mais moi, je suis obligée de leur dire, je peux pas recruter dans l'urgence parce que c'est le meilleur moyen de se mal planter. recruter. Ouais, c'est ça, c'est un. Et quand je leur dis, moi, ça me dérange pas de vous faire une veille active sur 6 mois ou pendant 6 mois, je vous propose de rencontrer des profils qualifiés, même si c'est pas forcément un besoin urgent, ils ont du mal à voir la valeur ajoutée en fait tout de suite parce qu'ils disent ça va nous coûter et on n'a pas besoin. Donc tu vois, c'est un peu. Mais je trouve que tu as un vrai sujet sur le recrutement. Alors, dans le monde anglo-saxon, c'est pas du tout le cas. Ok. Mais en France, c'est vraiment le cas. On a très peu tendance à faire appel à des gens comme toi, à se faire accompagner sur du recrutement. Tout le monde se dit, mais moi, je peux poster sur mon Insta, sur LinkedIn ou sur Indeed ou je sais pas quoi et recevoir des candidats. Ouais, bah oui, c'est vrai, évidemment. Oui. Mais est-ce que tu vas avoir les bons profils? Ouais. Est-ce que tu sais juger les bons profils? Ouais. Et est-ce que après tu vas te dire Évaluer les comme on bonnes en voit, choses. personne veut bosser dans ce pays, Ouais. ils sont pas bons, si ou Ouais. ça. Bah ouais, mais aussi t'as tes torts. T'es pas recruteur. Alors c'est pas un reproche, chacun Non, est non, bon bien dans sûr. ce qu'il est, mais juste c'est une tâche de ta boîte qui est capitale. Mm. Si tu te trompes, alors je connais pas les autres métiers, mais un mauvais commercial, ça peut coûter jusqu'à 225 000 euros à l'entreprise qui par le an. prend. Enfin, oui, non, Pas- on s'en fout ouais. par an, bah oui, bien sûr. Mais pourquoi coût indirect et coût direct, opportunité manquée, etc. C'est énorme. C'est énorme. Tu vas pas payer 4-5 000 euros, même des fois moins, Mm. sur quelqu'un qui va t'accompagner pour prendre quelqu'un qui va te permettre de développer tes ventes. Et qu'est-ce que tu C'est dis à important.
j'allais dire un patron, chef d'entreprise ou une chef d'entreprise qui hésite à internaliser sa fonction, qui a fait cette démarche d'externaliser, donc comme toi tu proposes par exemple, qui a travaillé avec soit des business développeurs un peu en freelance, soit qui a fait appel à des cabinets de manière ponctuelle, ça a fait un peu ses résultats sans non plus, tu vois, tuer le truc, mais qui réfléchit à internaliser la fonction. Qu'est-ce que tu lui dis? À quel moment il faut commencer à se poser la question? À quoi il faut être attentif avant d'internaliser sa première fonction sales, sachant que lui, c'est lui qui fait tout. C'est le chef d'entreprise, il est associé, mais c'est aussi le responsable commercial, il a du mal à déléguer parce qu'il se dit, il n'y a personne qui vend ma boîte et mon produit aussi bien que moi. Et on en discutait, mon père qui est opticien, 40 ans, il a des collaborateurs, sa boîte, son magasin, il tourne, mais il dit, si je suis pas là, il n'y a pas le même chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'on dit à ces chefs d'entreprise, tu vois? Comment on leur a... Elle est très longue, ma question. C'est la première question piège, c'est ça. Un verre d'eau. Moi, je suis fatiguée de ma question. Non, mais c'est un vrai débat. Et moi-même, tu vois, ça m'a fait planter, la première fois que je voulais vendre ma boîte, ça m'a fait planter la vente. Ok. Pourquoi? Parce que la personne qui voulait racheter me dit, en fait, quand on voit l'écart de chiffre d'affaires par personne dans la boîte, le chiffre d'affaires, il repose trop sur toi. Sauf que quand je rachète, toi, tu te casses. Ouais. Qu'est-ce qui me dit que le chiffre d'affaires va se diffuser auprès des autres commerciaux? Rien ne me le dit. Donc, en fait, à ce moment-là, j'ai travaillé à comment tu permets aux autres commerciaux de vendre au mieux ta boîte. Et quoi qu'il arrive, sur le fond de ta question, on n'arrivera jamais à avoir un commercial qui est meilleur vendeur ou qui vend plus que le patron. Parce qu'il est passionné, il y a les émotions, parce qu'il a aussi plus de latitude. Et c'est son bébé. C'est son bébé. Et c'est exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit déjà, fais le deuil de ça. Déjà, avant qu'on lance ce recrutement, je veux que tu renonces déjà à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va te trouver une brêle. Ça ne veut pas dire qu'on va te trouver quelqu'un qui ne fait pas le taf et qu'il faudra l'accepter. Ça veut dire que potentiellement, il ne le fera pas aussi bien que toi et c'est normal. Voilà. Et en vérité, je pense que tu as mis le doigt sur le point principal, c'est déjà, tu acceptes que la personne, elle va pas faire mieux que toi, ou elle va pas faire presque aussi bien que toi. Par contre, entre faire divisé par 10 et faire 10% de moins, 20% de moins, il y a un énorme monde, et en termes de rentabilité, il y a un grand pas. Donc en gros, l'idée, ça va être de se dire, comment je trouve le meilleur? Ça, c'est ce qui va te paraître évident, mais c'est pas tout. C'est-à-dire comment je vais le mettre dans les meilleures dispositions. C'est exactement ce à quoi je pensais. Puisse performer. Parce qu'on parle d'onboarding et moi, mes clients adorent me demander est-ce que on finit, tu vois, la prestation à la fin de la période d'essai. Et donc, bon, après, au cas par cas, en fonction des profils, des besoins de l'entreprise, etc., je peux en discuter. Mais globalement, moi, ce que je leur dis, c'est que je leur dis, moi, mon taf, c'est pas moi, mon taf, c'est de te présenter les bonnes personnes, de m'assurer que les discussions que vous avez dans le cadre du processus de recrutement, elles soient suffisamment qualifiées pour vérifier ce dont tu as besoin et le valider, et te faire intégrer la bonne personne. Après, au moment de l'onboarding, et donc de l'intégration du profil, la réussite de ce candidat, elle va dépendre aussi bien de lui que de toi. Et ça, en fait, quand tu les mets face à cette responsabilité, d'un coup, ils bug un peu. Et donc, moi, ma question, c'est... donc, moi, je propose de les accompagner sur de l'onboarding. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut pour onboarder correctement un premier sales, par exemple, ou des fonctions commerciales de manière globale? Tu as ce truc que tu dois avoir avec tes clients, qu'on a aussi avec certains de nos clients, un peu old school, de se dire, non mais moi, je prends un mec et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Je le mets entre guillemets dans les mauvaises conditions et s'il se tape et qu'il réussit, c'est que c'est un bon. Ouais, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Ton commercial, il doit vendre. Si tu lui fais passer des heures et des heures sur trouver des contacts ou des leads plus ou moins qualifiés, c'est pas bon. S'il a aucune formation, c'est pas bon. Tu dois le mettre dans les meilleures conditions pour l'aider à performer. Donc l'onboarding, c'est bien, le motiver, c'est bien, faire en sorte de lui montrer qu'il est désiré entre guillemets dans la boîte, c'est très bien. Mais c'est aussi sur ses missions au quotidien, est-ce qu'il a du soutien humain, logistiquement parlant. Est-ce que tu le prends et tu sais où tu l'emmènes, ou bien tu le mets là et tu t'espères que le mec va se développer et qu'il va développer ta boîte. Et c'est souvent le problème. Souvent, on a des clients, nous, qui se disent j'ai internalisé quelqu'un, ça s'est mal passé, on veut plus. Quand tu creuses, c'est quand même notre métier. Dis, on l'a pris pour qu'il développe les ventes. Je dis, est-ce que tu peux approfondir? Non, parce qu'il n'y a rien d'autre. Oui, mais ça veut rien dire. Je dis, mais c'est pas un magicien, le gars. Si toi, tu n'y arrives pas, c'est ça. On diverse un peu parce que c'est plus le gars qui est le meilleur commercial. Mais
tu as aussi des clients qui disent moi j'arrive pas à vendre, je sais pas trouver les clients, je suis Oui. en galère, C'est ça. trouve-moi quelqu'un qui va le faire pour moi. Tu as aussi des associés qui sont des très bons CTO, qui ont plutôt un profil tech, qui sont plutôt experts dans leur domaine et pas forcément très bons commerciaux. On est d'accord. Et là, ils ont besoin de quelqu'un qui vende. Et ouais. Ok, non, mais hyper intéressant. Ça marche. Dis-moi, question en termes de management. Je voulais quand même qu'on parle de ça aussi, sur tes équipes aujourd'hui, voilà, même commerciales. Quel type de manager t'es? Comment tu gères tes équipes? Est-ce que tu as évolué sur ça aussi? J'ai beaucoup de mal à me positionner Ok. en tant que manager. Ma femme me dit souvent que je ne suis pas fait pour manager en France. Ah. Je suis beaucoup plus fait pour manager une mentalité anglo-saxonne qu'une mentalité française. C'est un gros défaut. Donc, quelle serait la différence, par exemple? J'ai beaucoup de difficultés à mettre les formes, par Ouais, exemple. ok. Je suis quelqu'un de très direct, Ouais, moi aussi. très porté performance. Ouais. Ce qui a ses avantages et ses torts sur les métiers de la vente, Ouais. les métiers commerciaux. Parce que quand tu me dis qu'il faut leur donner les moyens humains, etc., du coup, tu as l'air de... J'imagine que c'est des choses que toi, tu fais. Donc, c'est des choses qui sont pour moi hyper honorables. Parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. C'est des choses que je vais faire, Ouais. tout à fait. Mm. Mais par contre, étant donné que je l'ai fait, j'accepte pas qu'il y ait de la perte de temps. J'accepte pas que... T'es exigeant, quoi. Je suis très exigeant. Alors, je suis très exigeant avec mes collaborateurs, je le suis encore plus avec mes associés et je le suis encore plus avec moi-même. Bien sûr. C'est, selon moi, cette accumulation de petits détails envers soi-même, envers les autres, envers l'entreprise, qui fait la différence à la fin du mois, à la fin de l'année et à la fin d'un cycle auprès d'une entreprise. C'est grâce à ça qu'on va te dire, bah oui, cette boîte-là, elle dépasse ses concurrents, c'est le souci du détail, c'est l'exigence. Et quand on te dit, bah non, moi je fais que les 80-20 et les 80% me suffisent, bah écoute, moi c'est pas ma manière de voir les choses en tout cas. Donc j'ai beaucoup de mal à me positionner, tu vois, là-dessus. Pourtant, c'est ce côté-là qui est hyper important pour les commerciaux. Donc quoi, l'exigence, le souci du détail. Oui, voilà, exactement. En fait, c'était là où je voulais en venir. C'est finalement comment tu manages des équipes commerciales, par exemple, à la différence d'équipes sur des fonctions support ou tech. C'est pas la même chose, tu vois. Il y a une vraie animation aussi à créer pour les motiver, parce que ça peut être des tâches qui sont parfois hyper chronophages. On va pas se mentir, appeler toute la journée, faire des rendez-vous, tu peux tourner un peu en rond. Donc en fait, comment tu les stimules, comment tu les fidélises Et bah, tu as deux éléments importants. Tu vois, pour rebondir sur le point précédent, Ouais. où moi, je me reconnais pas capable de les cajoler, de les brosser dans le sens du poil tous les jours. En revanche, Raphaël est très bon à ça. D'accord, donc ton associé. Raphaël, mon associé. Donc complémentarité des forces. Donc en fait, on sait distinguer pas les tâches, mais les manières de faire ou les périmètres à l'intérieur du management. Lui va plutôt être là pour accompagner, pour être le gentil grand frère, pour rassurer. Non mais c'est vrai. Et toi, c'est... Et moi j'arrive avec C'est le la fouet en ceinture. vrai. Non mais c'est vrai. Et c'est comme une famille, tu vois. C'est ça, ouais. Et t'en as besoin. Parce que sans fouet, sans ceinture, bah, tu peux avoir tendance à te reposer sur tes lauriers. Tu peux tendance à rester dans ta zone de Alors confort. attention, parce qu'on va se faire, T'inquiète, je vais griller nuancer, par je vais nuancer. la police des réseaux, là. Mais que ça, Ouais. à l'inverse, bah, ça tend, Ouais. ça crée un mauvais climat. Non, puis un ça commercial, crée il du a besoin turnover. aussi d'être challengé, sinon il n'est pas commercial. C'est ça. Attends, bien Et sûr. donc ça, c'est mon rôle. Mais je reconnais aussi facilement que tu peux pas manager sur le long terme tout le monde et tout le temps comme ça. Ok. Donc ça, c'est le rôle de Raphaël. Donc de plutôt être dans les coups, dans l'accompagnement, de prendre son temps, de rassurer, etc. Ok, il met la pommade. Il met la pommade exactement et on va plus loin. C'est-à-dire qu'on a pris une prof qui fait du yoga, une sophrologue, un prof de boxe qui vont venir accompagner les commerciaux pour avoir 1 heure, 2 heures dans la semaine où ils pensent à autre chose. C'est fou. Pourquoi ? Ouais, pardon, Vas-y, vas-y. dis-moi. Non, parce que je pensais à une série. Souvent, on m'a, entre guillemets, comparé elle, mais je sais plus. C'est une série où il y a une nana qui est un peu psy, et elle, pas psy ou coach de performance, mais elle a quand même un background plutôt psy, Ouais. et elle est dans les bureaux. Et en fait, je crois que c'est dans la finance. C'est une série américaine. Je suis sûre qu'il y en a plein qui m'en ont parlé, et je l'avais vue au tout début. Et en fait, finalement, elle a des rendez-vous très réguliers avec donc c'est que des mecs en fait qui bossent dans la boîte, et ils viennent se confier à elle, etc. Et elle ramène tout aussi en fait, tu vois, à la notion de performance au travail. Mais donc en fait, ils ont presque une psy au sein des bureaux pour les coacher, tu vois, et leur faire vider un peu leur sac et s'assurer. Après, on est sur des postes très 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 exigeants. Hein. Je crois que vraiment le monde de la finance,
finance, etc. Mais ça me fait penser un peu à ce que tu dis, tu vois. Et je trouve que c'est un modèle qui est hyper intéressant. Et parfois, je me dis, ça me chaufferait grave de faire ça. En vrai, je pense que il y a un vrai business. C'est ça. Toutes les semaines, je trouve un nouveau business. La semaine dernière, c'était les dentistes. Cette semaine, c'est... Et franchement, envoie-moi un message vendredi prochain pour me dire c'est quoi le prochain. Mais non, mais t'as des sportifs de haut niveau, par exemple. Mais bien sûr. Ils ont 10 coachs. Évidemment. Mental, physique, mais c'est nouveau athlétique, ça, hein, etc. parce que je pense qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas. Et aujourd'hui, il y a des psys, coachs de performance même dans le MMA. La personne qui écoutera peut-être se reconnaîtra. Boxe, MMA, etc. Ouais. Et c'est nécessaire. Comment je gère mon stress, comment je gère la pression, comment je gère l'échec, comment je gère la réussite, comment je gère le doute, l'ambiguïté, tout ça. En fait, on est face à nous-mêmes dans ces moments-là. Et qui plus est, dans des métiers commerciaux où tu te fais rejeter 10 fois plus sûr. que tu n'as de succès. Ou sur des cycles de vente hyper longs. Pas dans l'immobilier, on parlait David Broman, où tu vois, tu passes des mois, où tu mets du temps, et tu fais visiter les rendez-vous, et puis la découverte, etc., etc. Donc quand ça paye, ça paye. Quand ça paye pas, finesse, l'échec, tu le prends à cœur. Mais je crois que David, il a une coach. Bien sûr, Nadège, on les a reçus. David et Nadège, voilà. Non mais je dis ça parce que voilà, Mais il a totalement raison. Alors, sur de l'immobilier, surtout lui, ce qu'il fait, c'est plutôt des gros montants. Ouais. Mais je veux dire, tu as des gros enjeux. Parce qu'à la fin de l'année, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'un commercial, le même, que tu vas payer à peu près la même chose, allez, tu vas avoir un peu de variables qui changent, mais il va te coûter à peu près la même chose. Il prend la même place, la même mutuelle, tout pareil. S'il vend 10 deals en plus, parce qu'il était beaucoup mieux dans sa peau, beaucoup plus motivé, à la fin, c'est beaucoup plus de chiffre d'affaires pour toi. C'est plus de variables pour lui, donc il va être fidélisé et il va faire de mieux en mieux. À l'inverse, si tu le laisses en galère, tu lui mets aucun outil pour performer, aucun soutien humain pour l'aider à se remotiver ou autre quand il se fait jeter, parce que ça arrive, il va peut-être faire 10 deals en moins. Et là, pour le coup... Il va mettre du temps à s'en remettre, et donc ce temps-là perdu, c'est du temps... Soit tu es dans le cercle vicieux, soit tu es dans le cercle vertueux. En fait, c'est à toi de les mettre dans les meilleures conditions, finalement. C'est ça. Ok, hyper intéressant. Tu me parlais hier quand on préparait le podcast, parce qu'on prépare un peu quand même, des 3 aspects d'un profil commercial. Tu as la partie, tu me disais, technique. Enfin, bon, vas-y, je te laisse faire ce que tu sais faire de mieux. Si, mais je veux pas aller sur ton terrain. Globalement, tu vas avoir tout ce qui va être la formation sur le produit ou le service de l'entreprise. Ouais. Donc ça c'est évident que c'est à l'entreprise de le fournir. Voilà. Dans ce cadre-là, soit elle va aller chercher, et tu es bien placé pour le savoir, quelqu'un qui a déjà de l'expérience sur ce marché ou sur ces produits-là. Oui, alors, pardon, juste parenthèse aussi pour contextualiser, parce que je pense que c'est important. Quand on en discutait hier, on discutait du fait que tu as aussi bien des commerciaux qui vont te vendre des pompes à chaleur, ou même des trucs même encore plus simples qui ne nécessiteraient pas de financement derrière, des trucs vraiment, un produit hyper simple. Et tu vas avoir des commerciaux qui vont te vendre de la prestation intellectuelle sur des projets de transformation, dans des grands groupes, tu vois, où il faut quand même évidemment savoir vendre, mais il y a aussi tout plein d'autres compétences complémentaires à avoir. Et donc, tu peux être commercial et finalement faire 2 métiers complètement différents. Et donc, qu'est-ce qui différencie un commercial d'un autre et voilà. Et donc, c'était finalement ces 3 éléments-là. Donc, tu disais donc le produit. Le produit, voilà. Et là, pour le coup, c'est du rôle de l'entreprise de former ses collaborateurs sur ces thématiques-là. Ouais. Et après, tu as 2 attributs qui sont plutôt propres aux commerciaux. Premier, c'est les hard skills. Donc, c'est tout ce qui va être technique de vente, comment tu mènes ton entretien compétences, de savoir-faire. Voilà. Ça, c'est des éléments qui s'apprennent et qui s'apprennent relativement facilement. Donc ça, pour le coup, c'est le choix de l'entreprise que de savoir si elle veut quelqu'un qui est déjà bien ou très bien formé ou si elle le prend à sa charge parce que le 3e volet est respecté ou est très bon. Et le 3e volet, nous, c'est sur ça globalement qu'on met notre attention, c'est les soft skills. C'est est-ce que la personne, je vais vulgariser au maximum, elle a en elle-même les compétences intrinsèques qui vont lui permettre d'être un bon commercial ou une bonne commerciale. Est-ce qu'elle a ça, comme tu disais, est-ce qu'elle a ça dans le sang ou pas ? En fait, parce que c'est vrai que commercial... On peut l'être facilement, mais je suis un peu comme toi. Moi, j'ai travaillé dans les boutiques, des boutiques de bijoux dans le Marais à Saint-Paul. Déjà, je parlais pas un mot d'anglais et je me suis retrouvée à vendre des trucs à des Américaines. J'étais là genre hello, et donc tu vends machin. Et au final, aujourd'hui, j'ai jamais appris à être commerciale, mais je suis la commerciale de ma boîte et je vends toute seule. Bon voilà, probablement que je pourrais mieux vendre, mais je vends bien et je me sens à l'aise sur ces fonctions-là. Mais donc, pourquoi je disais ça ? Parce que tout le monde peut être commercial en fait. C'est vrai. Ouais. Et y a mais en fonction de ce que tu as intérieurement un peu. Un comptable, il lui faut un diplôme pour être comptable. Oui.
il peut pas exercer sans son diplôme. Exactement. Et ton comptable, c'est soit il fait bien son travail, il va te faire ton bilan comme il faut, soit il le fait mal et il risque d'avoir des problèmes avec l'ordre des experts comptables. Le commercial, déjà, il n'y a pas d'ordre des commerciaux, tu n'as pas de diplôme et n'importe qui peut se prétendre commercial. Tu as vendu 2 babouches au marché, tu peux dire je suis le meilleur commercial des puces de Clignancourt. Et probablement. Et peut-être. Mais ça ne veut pas dire que tu vendras des Airbus et ça ne veut pas non plus dire que tu es un commercial. Et une entreprise à qui tu vas dire je suis le meilleur commercial, encore faut-il qu'elle le vérifie. Donc en fait, c'est là où c'est difficile d'être commercial. Néanmoins, tout ce que tu vas avoir en toi, c'est des éléments qu'on peut difficilement t'apprendre. Tu apprends les soft skills, tu as fait le hello quand tu me parlais à tes américaines. Mais en fait, ton hello, tout est dans l'énergie. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est ça qui va faire la différence. Mais ça, c'est du ressenti, c'est de ton éducation, des personnes. C'est ça, et l'héritage aussi. Quand on a des parents qui sont tous les deux dans le commerce, forcément, on va pas se mentir, mais ça aide. C'est 30 ans d'expérience accumulée. Ouais, c'est clair. Une entreprise, moi, je considère qu'elle peut potentiellement former sur les soft skills. Mais j'espère qu'elle est patiente, parce que ça va prendre beaucoup de temps et les résultats, ils sont incertains. Oui, non, mais c'est clair. Et puis je trouve que ça vaut pas la peine. Enfin, ça en vaut pas la peine. Donc un commercial qui connaît aucune technique de vente, qui a aucun hard skills, mais qui l'a en lui, qui a les soft skills, qui est sociable, qui est empathique, qui écoute, qui comprend, qui tilt, qui va, bref, faire le métier de commercial, et on connaît tous ses attributs. Peu importe s'il connaît les techniques de vente, parce que tu pourras lui apprendre. Par contre, une personne qui a aucune compétence, je vais dire humaine, pour le métier de commercial, qui maîtrise toutes les techniques de vente, ça sera mécanique. Il va vendre. C'est-à-dire que c'est pas blanc ou noir, tu vends plus ou moins. Ouais. C'est un peu la différence qu'on va faire entre... et d'ailleurs, je vous restez avec nous, puisque dans quelques minutes, on va regarder des CV et je vais te soumettre plusieurs CV, tu pourras les commenter, machin, etc. Mais c'est la fameuse différence entre le commercial qui sort d'une formation de 2 mois dans un bootcamp commercial, tu vois, sur les écoles, comme on a dit au début, et le mec qui a fait les decks, bac plus 5, et qui veut être, qui est commercial dans une boîte. Et en fait, finalement, ils ont les... Tu vois, mais c'est pas du tout les mêmes profils, c'est pas du tout les mêmes attributs, on vend pas du tout la même chose, etc. Et dernier point quand même, je voulais le dire, c'est sur le fait de les moyens que tu vas mettre en place pour tes commerciaux, que tu vas recruter, que tu vas intégrer. Je suis 100% d'accord avec toi, les intégrer, leur donner les mettre dans les meilleures conditions pour performer, mais tu as tellement de jeunes entreprises qui ne pensent pas comme ça que je suis d'accord dans ton discours, mais tu vois, parfois je me dis mais comment les convaincre, parce qu'ils ont l'impression de perdre de l'argent, que en fait c'est d'abord rapporte-moi, puis après on verra. En vrai c'est ça ce qu'ils se disent, non, tu vois. En fait, ils disent s'ils me rapportent 200 000 euros à l'année, j'en sais rien, tu vois, par exemple sur les contrats qu'ils signent, et ok on verra, mais sinon déjà qu'ils fassent ses preuves. Et ça c'est dur, mais parce que s'il est je si comprends fort que ça, mais bon, pourquoi il vient travailler chez toi? Alors attends, comment ça? Mais c'est un vrai truc, c'est-à-dire que les gens vont un peu se défausser. Les entrepreneurs vont un peu se défausser, se dire bah écoute, je vais payer quelqu'un pour qu'il fasse un miracle. Ouais. Et je vais rien y mettre. Et en gros, je vais m'acheter la tranquillité comme ça. Je vais pas y mettre les moyens. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, bah ça sera sa faute. Moi, je considère, tu vois, à l'inverse. Ils se déresponsabilisent. Ouais, ils se déresponsabilisent. Voilà. Je considère que quand tu es chef d'entreprise, même quand c'est pas ta faute, c'est ta faute. De ouf. T'as un employé qui merde, c'est ta faute. Soit tu aurais pu mieux l'accompagner, soit tu n'aurais pas dû le recruter. C'est votre faute. Non, mais en vrai, non, on mais est bien passé pour le savoir, c'est toujours notre faute. Bien Tu sûr. foires un deal, c'est ta faute. Ouais. Alors quand tu réussis un deal, c'est aussi grâce à toi. Ouais. Mais je veux dire, tu peux pas dire c'est grâce à moi quand ça se passe bien Ouais. et c'est la faute des autres quand ça se passe mal. Ok. Le lead est merdique ou le commercial est pas motivé. Bah ouais, mais toi tu l'as mal choisi. Tu aurais pu faire appel à Lana. Par exemple, pour je recruter, dis par exemple. par hasard, genre. Non, mais c'est vrai, c'est toujours ta faute d'entrepreneur. Ouais, Donc en fait, c'est soit tu l'acceptes et tu mets tu mets tous les ingrédients pour que ça se passe bien, soit tu rejettes la faute sur les autres et t'avances pas. Voilà, bah c'était en fait, de toute façon, je voulais que tu leur retires les oreilles, hein. Ouais. Voilà, j'espère qu'ils nous entendront. Ok, et bah écoute, je te propose qu'on fasse la petite séquence CV. Allez. Alors, ici, chargé d'affaires, qu'en penses-tu? Donc, il a mis beaucoup les soft skills en avant, tu vois. Ouais. Leadership, organisation, bonne expression orale, hyper important. Un bon commercial, il doit savoir s'exprimer correctement. Bien. Bah, on est d'accord, Pour hein. vendre quelque chose, il faut être compris. Ouais, c'est clair. Globalement. Il a mis, Gestion du stress, Ouais. avec il un a E. mis des qualités qui reviennent rarement pour un commercial, mais qui sont importantes. Ah, vas-y. Type l'organisation, qui est une qualité qu'on mettrait pas forcément en avant pour un commercial, Ouais. mais c'est hyper important parce que si t'es pas organisé, que tu rates des deals, alors que tu aurais pu les signer, Mhm. c'est quand même vraiment dommage. Oui, ou organiser dans ta prospection. Organiser Je ta sais qu'il y a pas mal prospection, de dans tes choses, tournées, de il y a- mapping, de C'est trucs. hyper Ouais. important.
Et on Ok. est toujours dans le non, je suis très bon dans le relationnel. Oui, mais c'est pas tout. Alors, ce qu'on voit pas, c'est qu'il était chef de secteur dans un supermarché. Et qu'après, de ce que j'ai cru comprendre, il s'est formé pour être plutôt business developer, sales, dans des boîtes un peu plus en B2B. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ces profils-là qui ont appris un peu, bon, chef de secteur, je sais pas, mais tu vois, il a mis piloter les résultats économiques des secteurs. Donc, chef d'affaires, marge brute, il a mis des chiffres. Alors, c'est un exercice que je fais vraiment pour toi, d'analyser ce CV, parce que normalement, je regarde pas les CV, ou vraiment pas. Ah, ok. Non, bon, on peut arrêter. En Hein. fait, on peut aller se prendre un café. Allez, bisous tout le monde. Hein. Non, je regarde très peu parce que je Ouais. trouve que c'est pas faire honneur à un candidat Ok. que de le juger, de juger une personnalité, de juger, je sais pas quel âge il a, il doit avoir au moins 25 ans puisqu'il a fait un master et qu'il a quand même quelques expériences. C'est pas faire honneur à sa personnalité que de juger 25 ans d'expérience ou plus sur un bout de papier que les usages nous ont demandé de faire tenir en une seule page. Ouais. Je trouve ça assez restrictif. Ok. Ça Je montre comprends. assez peu les soft skills et sa personnalité. Bon, lui, il les a mis en avant. Et CV vidéo, parce que pour ça, la. je trouve ça sympathique. Ça, c'est sympathique. Ça, c'est sympa. Ouais. Parce que tu sens. Ouais, bah oui, exactement. Et c'est ce que je disais tout le temps. Moi, pendant très longtemps, je faisais des CV vidéo systématiquement à tous les candidats que j'accompagnais. Bon, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup. Et donc, j'ai dit, Ouais. maintenant, bah, si vous voulez, on le fait. Si vous voulez pas, on le fait pas. Et en fait, je disais, quand tu fais un CV vidéo, tu casses les biais cognitifs que tu as à la lecture d'un CV et tu t'adresses à des capteurs beaucoup plus émotionnels. Et en fait, du coup, là, tu peux complètement attirer l'attention. Et j'ai eu comme ça des très belles réussites de profils qui étaient sortis du système pendant 5 ans et qui sont re-rentrés en plus sur un autre métier complètement différent. Et pour l'aider, on a fait un CV vidéo et grâce à ça, elle a été recrutée. Alors que sur le CV, potentiellement, ça aurait pu être un peu plus Et touchy. surtout que on n'est pas sur un... Tu sais, tu as la différence entre est-ce que c'est le bac, tu as la moyenne et t'es réussi, Ouais. ou est-ce que c'est un concours. Un CV, c'est un concours. Tu as peut-être 100 personnes qui vont postuler, il y en a qu'un. C'est pas est-ce que tu as un bon CV, un mauvais CV, non, c'est est-ce que tu es le meilleur candidat pour que je te prenne. Ouais. Non, mais Oui. CV plus entretien, Oui, on s'entend, mais, oui, c'est vrai que c'est un concours. mais oui. c'est un concours. Tu n'en prends qu'un à la fin. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, si tu fais, par exemple, le CV vidéo, tu fais quelque chose que les autres ne vont pas faire, Ouais. Oui, tu te tu pars démarques. avec un avantage déjà. 100%. Mais attends, ok, tu regardes pas le CV. Bon, là, je mais... vais regarder quand même. Non, bien sûr. Non, mais on s'en fiche à la limite de ça. Mais ma question, c'est plus demain quand t'es. C'est parce que t'as été aussi, toi, mandaté pour des recrutements. Ton client, il va bien te demander des CV parce que. Je les regarde. Voilà, et donc, qu'est-ce que tu vas regarder alors sur un CV? Qu'est-ce qui va être important pour toi? Bon, déjà, la présentation générale, elle est pas mal. Ok. Il y a quelques Alors, couleurs, au-delà de mais pas celui-ci, trop. tu peux peut-être nous en montrer un autre, Mickaël, s'il te plaît. Là, j'aime bien parce que c'est la charte graphique d'Atmada. Ah Bleu et blanc avec le bleu clair. Ouais, c'est- mais tu peux te dire, c'est un peu impersonnel. Oula, Ouais. ouais, il y a beaucoup d'infos. Là, il y a beaucoup d'infos. Ouais. Ce que j'aimais bien sur le précédent, avant de regarder celui-là, c'est qu'il avait beaucoup détaillé ce qu'il faisait concrètement sur celui-là, avec des chiffres. Ouais. Alors qu'ils soient vrais, qu'ils Ouais. soient pas vrais, peu importe, mais Oui. au moins il y a des chiffres. Oui, après, tu te C'est challenges concret. en entretien sur les Ouais. chiffres. Ouais, c'est Et bien. Les trois quarts du temps, c'est C'est bullshit. soit c'est bullshit, soit c'est gonflé au C'est ça, stéroïde. c'est gonflé. Pourquoi Ouais. pas, c'est le jeu, tout le monde le sait, tout le monde le fait. Mais on va aller le challenger un petit peu quand Ok. même. Et si tu vois que c'est un peu gonflé, mais que derrière il s'en sort bien en Ça entretien, me dérange pas. ça te dérange pas. Si Ok. c'est complètement mytho Ouais. et qu'il s'en sort bien, ça me dérange Ouais. un peu. S'il a un peu gonflé, qu'il s'en sort bien, ça me dérange pas non plus. Ouais, c'est ça. S'il a un peu gonflé mais qu'il s'en sort très mal, je trouve ça problématique parce Ouais. qu'il va se faire challenger aussi face à ses clients C'est ça. et il saura pas le défendre. Donc là-dessus, c'est très clair. Il y a des chiffres, il y a les tâches. Je trouve que c'est un bon CV assez équilibré. Oui, ça va. Je suis d'accord. Ça va à l'essentiel. Et Ouais. je sens que il veut nous faire passer un message. Ouais. Et c'est ça que j'apprécie, c'est quand le candidat il est pas tourné vers lui-même et qui sait que ce CV-là, c'est au-delà d'être un CV sur lui, c'est aussi quelque chose qui doit intéresser Ouais. une autre personne, un tiers, et qu'on ne le connaît pas, et que du coup, il faut qu'il nous convainc. Et pour ça, il met des chiffres, il Ouais. met du gras pour que nos yeux se posent quelque part. Il nous oriente, il nous guide dans la lecture du CV, il nous fait une vraie proposition. Même si, en fait, au final, c'est un CV des plus basiques, hein, tu regardes comme ça. Mais finalement, même le plus simple, parfois, les gens n'y arrivent pas. T'as Voilà. l'essentiel. Allez, juste un deuxième CV, comme ça, après, juste histoire de comparer. Donc là, c'est commercial solution digitale. Donc déjà, on n'est pas sur le même exercice. Là, avant ça, on était sur un commercial peut-être un peu plus tradi. Ouais. Et là, on va être sur... Enfin, on s'entend. Hein. Alors là, il a mis beaucoup de compétences. Est-ce que tu peux zoomer un peu sur les compétences? Moi, Est-ce- c'est pas cool ce que je vais dire, mais c'est un CV qui me donne pas envie de le lire. Ok, parce qu'il est trop chargé. Il est trop chargé, il est écrit en trop petit. En fait, faut aussi se dire que des CV sur un poste, tu peux recevoir 100 ou 200. Mais enfin, minimum. Minimum. Moi, j'en ai eu 900 parfois. Et on est comme vous, on n'a pas forcément toujours le temps en tant que recruteur. Donc, tu vas d'abord le Alors regarder, la police le des réseaux sociaux scanner. te dirait tu n'as pas le temps alors que c'est ton métier.
J'ai pas le temps et c'est mon métier. Ah, voilà, Je vais merci. pas vous dire le fond de ma pensée parce que je vais être censuré, mais j'ai pas le temps. Mais du coup, c'est humain. Tu vas scanner une première fois le CV Ouais. et déjà, si t'as pas envie de le lire parce qu'il est trop chargé, tu pars avec un a priori négatif. Que Ouais. tu lises en profondeur ou pas, tu pars avec un a priori négatif. Donc en fait, déjà là, il y a beaucoup d'informations. Est-ce que c'est nécessaire? On va regarder. Il dit bonne maîtrise et des techniques de vente, la vente consultative et la vente de solutions. Ah, attends, juste parenthèse, hyper intéressant parce que la vente consultative, c'est être capable aussi de rentrer dans une posture un peu plus conseil auprès de son client et d'essayer vraiment de comprendre et de lui faire un peu une vente sur mesure. Et tu vois, ça, c'est typiquement le genre de vente qui n'est pas donné à tout le monde. Et tu vois, je pense que tu as plus de bagages quand tu as fait 5 ans d'études en master parce que tu t'es développé des convictions, tu as appris de l'expérience par ailleurs, que quand tu fais une formation un peu juste d'apprentissage des skills. Tu vois, est-ce que tu arrives à avoir cette posture consultative Alors, un peu plus business? Tu as 4 grands profils de commerciaux. Ok. Tu as le profil qui est dans l'imaginaire commun du profil chasseur. Donc très orienté one-shot, prospection, j'ouvre des portes ou je casse des portes, je rentre, mais qui a beaucoup plus de lacunes, par exemple, à suivre ses clients fidélisés. Tu vas avoir le profil éleveur, qui va avoir beaucoup plus de difficultés à rentrer dans les clients, Mais et qui va être bon pour élever ses comptes, fidéliser ses clients. Très bien. Et après, tu as 2 profils différents, qui vont être le consultant et qui vont être le profil technique. Le profil technique, c'est assez simple, c'est quelqu'un qui a des vraies connaissances et des vraies compétences sur une technologie, sur de l'ingénierie, souvent c'est les ingénieurs d'affaires, commerciaux, les technico-commerciaux. Ces gens-là, ils vont surfer sur leur bagage technique pour rassurer les clients. Et les consultants, donc vente consultative, c'est des personnes qui vont être dans la mécanisation de leur offre, dans l'ultra-compréhension de son client pour faire fitter ce qu'il peut proposer directement à ce besoin-là. Donc, ouais, c'est une compétence, mais globalement, c'est aussi une posture, que tu peux acquérir dans les études, mais que tu vas avoir aussi intrinsèquement. Ah bon? Que tu peux améliorer différentes qualités de ton profil, mais tu vas pas te transformer totalement. Ok, hyper intéressant. En tout cas, sur la catégorisation de... J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, en tout cas, bon, le CV un peu chargé, malheureusement. Je pense qu'il y a de bonnes informations, mais qu'il y en a un peu trop. Et je dis tout le temps quand même qu'un CV, ça reste un exercice d'arbitrage et que il faut vraiment pas en avoir beaucoup pour se dire, allez, je vais lire vraiment toute la liste au cas où il y a quelque chose d'intéressant qui se cache. Après, sinon, sur les expériences, pourquoi pas. Business développeur commercial, solution IA. Ok. Non, en vérité, ce qui est à droite est un poil chargé, mais ça va. Ce qui est à gauche, si tu regardes les compétences, tu en as presque une sur 2 que tu peux enlever. La seule chose que j'aime bien, c'est qu'il a mis, on s'arrêtera là sur ce CV, c'est qu'il a mis des expériences personnelles aussi qui montrent justement sa posture. On parle de scout, d'expérience étudiante, où on sent que naturellement, il a eu certains rôles et ça peut justement nous rassurer sur la posture qu'il peut avoir, justement peut-être de leadership ou de manière d'aborder les choses qui peuvent être intéressantes. Il y a ça, et surtout, tu es bien placé pour le savoir, tu as aussi pas mal de biais dans l'arbitrage des CV, des entretiens. Et on a beaucoup plus tendance à recruter... De billets, oui, pardon, je croyais que tu disais de billets, genre des billets... T'as l'esprit tordu. Non, mais... De billets cognitifs. Et donc, on a plus tendance à recruter des gens qui nous ressemblent que des gens qui nous diffèrent. Donc là, en fait... il est chef scout, il a été président du BDE, il va parler à quelqu'un qui était dans un BDE, il va parler à quelqu'un qui était scout. Donc... le scout, c'est surtout le côté débrouillardise. T'as pas les moyens, tu les trouves par toi-même pour atteindre un résultat. Donc moi, je me dis, ok, il est débrouillard au moins. Et il va pas attendre que ça se passe et de manière passive qu'on lui donne les trucs. Il va peut-être aussi aller les chercher par lui-même. Et ça, j'aime bien. On va pas se mentir. Donc là-dessus, c'est une bonne chose. Ça reste quand même, faut pas oublier que tu vas travailler pour l'entreprise. Tu vas être un humain dans l'entreprise. On a envie de travailler avec des gens qui sont sympas, avec des gens qui ont des valeurs personnelles, qui se découvrent. Et donc, mettre des choses sur soi hyper important. est important. Ouais, hyper important. Ok, Simon, écoute, on va s'arrêter là. Je vais pas te mettre plus de CV, je veux pas te déranger. Ah, merci. Main disposée. C'est ça, voilà, exactement. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens parce que finalement, la fonction commerciale, tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin de vendre. Donc j'espère que ça aura permis à certaines personnes de mûrir un peu sur la manière dont ils gèrent leurs ressources commerciales ou leurs futures ressources commerciales. Et pour le recrutement, n'hésitez pas à m'appeler pour le recrutement et à l'appeler derrière après pour la formation. Voilà, très bien. Et pour tous les profils qui souhaitent du coup se former ou se perfectionner sur la fonction commerciale et du coup rentrer dans le réseau de Simon,
On mettra le lien. Voilà, la on mettra le plateforme. lien quelque part, genre dans les vidéos. C'est tout à fait gratuit. C'est-à-dire que c'est gratuit aujourd'hui, Ouais. c'est gratuit demain et c'est Et gratuit puis à tu vie. sais ce qu'on dit. Quand c'est gratuit, c'est meilleur. Ah ouais, bon, on me l'a jamais dit celle-là, mais... C'est mon père, il m'a toujours dit ça. Lana, quand c'est gratuit, c'est meilleur. Ah non, moi on m'a dit la semaine dernière, quand c'est gratuit, c'est pourri. Ouais, bah écoute, je voulais pas trop aller dans ça quand même, mais... J'ai répondu à cette personne-là, quand c'est gratuit, c'est pas pourri, c'est juste que t'as plus d'excuses pour pas le faire. Bah, écoute, Donc vous n'avez plus d'excuses. je pense pour qu'on s'arrêtera ne sur pas ça. vous former. Merci beaucoup et Merci à abonnez-vous, likez, enregistrez et sur les réseaux sociaux, Simon Nabé Ouais. et voilà, Nabé, un peu ok. partout. Voilà, partout. Super. Merci. Merci à toi pour ton accueil, j'espère Avec que ça plaisir. sera utile pour chacun d'entre eux et à la prochaine. Super. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a parlé, si tu as appris quelque chose ou que ça t'a fait bouger une ligne, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles là où tu nous écoutes et à laisser un commentaire. C'est le meilleur moyen pour faire circuler ce podcast et donner plus de place à la transparence dans le monde du travail. Si tu veux continuer la conversation, tu peux me retrouver sur LinkedIn, Instagram et TikTok. À très vite.